Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les neuropsychologues lisent-ils matière et mémoire? Nous devons être lucides. Bergson n'intéresse guère les théoriciens des sciences de l'esprit qui travaillent actuellement dans les laboratoires de recherche. Dans Matière et mémoire, Bergson soutient fermement que le cerveau ne crée pas nos représentations, et l'on doit reconnaître que les neurosciences, la neuropsychologie ou les sciences cognitives ne partagent absolument pas cette opinion, ou doit-on dire cette croyance. Ce qui d'ailleurs est tout à fait compréhensible. Il est vrai qu'on imagine mal un chercheur soutenir une telle position. Il perdrait sans doute à nos yeux sa crédibilité. Comment réagirions-nous en effet, si nous lisions dans un livre, une revue ou un magazine que nos idées ne sont pas le résultat de processus cérébraux, ou que nos souvenirs ne sont pas conservés dans notre cerveau? Lorsque Bergson est cité par les chercheurs contemporains, c'est surtout pour faire office de repoussoir. Le bergsonisme est assimilé à un spiritualisme de plus, à un spiritualisme parmi tant d'autres, certes respectable en tant que philosophie mais insuffisant en tant qu'hypothèse proprement scientifique. Dans L'homme neuronal publié chez Fayard en 1983, Jean-Pierre Changeux présente Bergson comme une sorte d'orateur qui déclame sans nuance des théories finalement stériles. Bergson clame du haut de sa chair que l'hypothèse d'une équivalence entre l'état psychologique et l'état cérébral implique une véritable absurdité, page 33. Et page 172 à 173, Changeux souligne que sa propre thèse est l'exact contre-pied de celle de Bergson. L'encéphale de l'homme que l'on sait contenir, dans l'organisation anatomique de son cortex, des représentations du monde qui l'entoure, est aussi capable d'en construire et de les utiliser dans ses calculs. Changeux prend soin de mettre en italique le verbe contenir, pour bien indiquer qu'il ne partage absolument pas les théories métaphysiques de son illustre collègue, professeur comme lui au Collège de France. Autre exemple, dans un livre publié 10 ans plus tard, en 1993 chez Vrin et intitulé L'esprit-cerveau, Jean-Noël Missa, qui prend lui, le temps d'examiner certaines thèses de matière et mémoire, pages 44 à 45, pages 64 à 67, pages 83 à 85, ne consent toutefois pas à entrer dans le détail de l'argumentation bergsonienne et néglige notamment la portée théorique du chapitre 1 de Matière et mémoire. Reprenant à son compte une sorte d'idéal bachelardien, le but de Missa est surtout d'encourager les philosophes à se faire savants, en l'occurrence médecins, et les savants à se faire philosophes. Or à ses yeux, Bergson, malgré toutes ses qualités intellectuelles, est encore du côté de ces philosophes des sciences, de ces épistémologues qui étudient les sciences sans vraiment les faire. Bergson demeure une sorte de spectateur. Il n'a pas su franchir le pas et élaborer modestement et patiemment jour après jour dans un laboratoire, des protocoles expérimentaux et des hypothèses testables. Bref, Bergson en est resté à des généralités, et c'est en ce sens qu'il est spiritualiste. S'If avait travaillé dans un laboratoire de recherche, il n'aurait pas forgé sa curieuse thèse d'une conservation extracérébrale des souvenirs. Ainsi, il faut bel et bien se rendre à l'évidence. Bergson est considéré comme une sorte de doux rêveur, avec sa théorie de l'énergie spirituelle et de l'autoconservation des souvenirs. Des ouvrages récents, certains livres techniques, comme par exemple le manuel de neuropsychologie de Francis Eustache et Sylviane Faure, paru aux éditions Duno en 1996, ou encore le livre collectif intitulé Cerveau et psychologie, dirigé par Olivier Houdet, Bernard Mazoyer et Nathalie Tsorio-Mazoyer, paru au PUF en 2002, mais aussi d'autres très accessibles et populaires comme L'erreur de Descartes d'. Antonio R. Damasio, paru en 1995 chez Odile Jacob, ne font aucune référence à Bergson, ne le citent même plus, pas même dans leur bibliographie. Anecdote révélatrice. Dans l'édition française du récent livre de Damasio intitulé Spinoza avait raison, le nom de Bergson apparaît dans l'index des auteurs cités mais ce n'est qu'une coquille. En fait, il ne s'agit pas de Bergson mais de Berson, David Berson, un chercheur américain contemporain. Bref, voilà où en est Bergson. Il n'est plus qu'une coquille, pas même un lapsus, dans l'édition française d'un ouvrage américain. Triste sort pour quelqu'un qui fut reçu en 1917 par le président américain Wilson. Alors, une fois pris acte de ce désintérêt, que faire? Faut-il soupçonner que le fossé qui sépare les neurosciences de la philosophie bergsonienne de l'esprit ne pourra plus être comblé? Est-ce trop tard? Les questions aujourd'hui, notamment celles des localisations cérébrales,
peuvent-elles même être posées dans les termes où Bergson les posait? Le commentateur bergsonien se retrouve alors, en quelque sorte malgré lui, sommé de défendre Bergson, d'attester l'actualité des thèses de matière et mémoire. On compte sur lui. On veut renouer le débat, susciter la polémique. On veut, si l'on peut dire, qu'il y ait un perdant et un gagnant, comme dans les contes ou au cinéma. Songeons à l'ambiance feutrée mais assez cruelle de la Société française de philosophie, lorsqu'en 1901, Belot, Halévy ou Couturat multipliaient certes poliment mais fermement les objections contre la métaphysique positive de Bergson, tandis que Leroy s'efforçait de défendre la philosophie nouvelle de son maître. Confère dans le volume des mélanges, le parallélisme psychophysique et la métaphysique positive, page 463-502. Parler du cerveau et de l'esprit n'est pas une situation si confortable. C'est un sujet qui suscite beaucoup d'attentes, beaucoup de passion, et par là même pas mal de déceptions. Les différentes strates de matière et mémoire. Argumentation métaphysique et recours aux faits. L'importance du premier chapitre. Sur la question des rapports du cerveau et de l'esprit chez Bergson, il nous incombe de nous faire notre propre idée en lisant Matière et mémoire, livre essentiel pour le sujet qui nous occupe. Certes, tous les autres textes de l'auteur, livres ou conférences sont éclairants sur cette question mais nous nous en tiendrons surtout ici à Matière et mémoire puisque c'est dans ce livre, et notamment dans le chapitre 2, que Bergson fait, si l'on peut dire, une incursion dans le domaine des neurosciences naissantes. Au fur et à mesure qu'on lit ou relit ce livre paru en 1896, il devient de plus en plus évident que l'on a affaire avant tout à un ouvrage de métaphysique, qui met en branle une argumentation subtile purement philosophico-philosophique. Ou plutôt, il devient tout à fait clair que même si Bergson a fait l'effort de passer en revue dans le 2e chapitre du livre et aussi dans le 3e, bon nombre de faits proprement scientifiques, notamment différents cas d'agnosie, c'est-à-dire des troubles de la reconnaissance, la cohérence de matière et mémoire ne tient pas à l'examen minutieux de ces faits. Nous évoquerons plus loin différents faits psychologiques et cliniques, lorsque nous aborderons la question des localisations cérébrales. Pour l'instant, il convient de souligner l'importance du premier chapitre. C'est ce chapitre que n'examinent jamais ceux qui, comme Jean-Pierre Changeux ou Jean-Noël Missa, taxent un peu rapidement Bergson de spiritualisme. Pourtant le premier chapitre fait office de fondation et soutient toute l'architecture du livre. C'est lui qui garantit la rigueur de l'ensemble. On ne peut pas comprendre le sens de l'entreprise bergsonienne, si l'on ne saisit pas d'abord la portée de ce chapitre. Autrement dit, si Bergson devait aujourd'hui réécrire un Matière et mémoire, il y a fort à parier qu'il renouvellerait de part en part ses références psychologiques, psychopathologiques ou neurologiques, mais qu'il ne changerait pas une ligne du premier chapitre. Pourquoi ? Parce que le premier chapitre est, répétons-le, purement métaphysique. Il possède une cohérence intrinsèque. Alors, première question préalable. Que nous apprend ce curieux chapitre intitulé « De la sélection des images pour la représentation, le rôle du corps ». Bergson nous propose, on le sait, une sorte de doute méthodique d'inspiration cartésienne ou une espèce de réduction phénoménologique d'inspiration husserlienne. Mais ici, plus précisément, on préférera parler d'une description anti-transcendentaliste, voire anti-phénoménologique parce que l'auteur de Matière et mémoire entend se situer en deçà des philosophies de la constitution transcendantale du donné ou de l'expérience. Il s'agit de voir les choses avec un regard neuf, de retourner aux choses mêmes si l'on veut, mais contrairement à Husserl, sans prétendre rendre compte des conditions de possibilité de ce donné. C'est le point crucial. Il ne s'agit pas de donner à penser les conditions transcendantales du donné, mais de faire face à un donné qui nous précède, et dont le processus même de donation nous échappe. En d'autres termes, le réel ne sort pas du possible. Ce n'est que de façon rétrospective que l'on peut reconstruire les conditions de donation de l'expérience. Le philosophe n'arrive pas seulement au crépuscule, comme la chouette de Minerve pour embrasser d'un coup d'œil le panorama des événements de la journée. Le philosophe pour Bergson arrive toujours trop tard, ses analyses et ses synthèses, ses constructions et ses déconstructions ne sont qu'idéales, fictives si l'on préfère. Elles ne modifient en rien le donné. Du donné, on ne peut faire qu'une genèse idéale, dira Bergson dans l'évolution créatrice. Insistons bien sur ce point. Le réel pour Bergson, c'est ce qui est donné,
ce qui nous précède et s'impose à nous avant toute analyse ou synthèse intellectuelle, avant et indépendamment de toute recherche des conditions de possibilité de l'expérience, avant et indépendamment de toute dialectique. Il s'agit de mettre entre parenthèses nos vieilles idées, de nous déprendre de nos habitudes et de nos mauvais réflexes, de tenir à l'écart nos catégorisations schématiques et fixistes, bref, d'opérer une sorte de révolution dans notre manière de penser. Soit. Mais plus précisément, en quoi consiste le donné, ce donné pur, si l'on peut dire? En quoi consiste cette expérience radicale de notre être au monde? Le pur donné, c'est d'abord le mouvant en tant que mouvant, un flux d'images qui nous englobe et nous dépasse. Hors de ces images qui passent les unes dans les autres, il n'y a rien. L'absolu, c'est cela, cette mouvance d'images, cette sorte de film absolu qui toujours se déroule et qui n'attend pas pour exister pleinement d'être révélé par le regard des spectateurs. L'originaire que Bergson pointe, c'est le temps réel, le passage même du temps, ce à quoi l'on doit faire face, ce qu'il nous incombe d'endurer. Le donné, c'est aussi quelque chose que nous perdons déjà au nom des nécessités vitales. Le mouvant très vite se limite à notre champ de vision. Nous opérons des montages d'images, la mouvance devenant en quelque sorte hors champ, hors cadre. Pour survivre, nous devons nous repérer dans le flux des images. Nos structures perceptives, notre imagination stroboscopique, notre intelligence immobilisent le flux, reconstruisent la mobilité avec des immobilités. En tant qu'être vivant, il n'est pas dans notre intérêt de suivre toutes les sinuosités du réel, de vibrer à l'unisson de toute une gamme de durées infiniment déclinées. Notre perception, notre pensée, notre langage mais aussi nos sciences simplifient, caricaturent le donné en le figeant, ce qui nous permet d'abord de survivre puis de mieux vivre. Précisons que Bergson tient d'abord à distance, dans le premier chapitre, la profondeur de l'esprit et de la mémoire. Ici, il y a bien un pur devenir des images mais on ne saurait parler d'une temporalité. Il n'y a ni futurition ni souvenir au sens où on l'entend habituellement. Bergson pointe une zone limite où il y a de la continuité, de la synthèse, c'est-à-dire des synthèses impersonnelles, des processus anonymes, des systèmes d'images qui ne sont le monopole d'aucun sujet. À ce niveau d'immanence semble s'auto-effectuer une différenciation ininterrompue qui non seulement précède et interdit toute immobilisation ou stabilité, et donc toute délimitation d'un sujet substrat, mais semble même défaire incessamment tout fléchage du devenir. Il y a sans doute un certain flux, mais il semble impossible de localiser toute source, toute direction d'un certain écoulement. Bref, à ce niveau il y a un pur devenir comme disent les métaphysiciens. Il y a un pur devenir mais il n'y a pas de temporalité. Bergson entend dissoudre tous les dualismes possibles et voir c'est eux qui restent. On peut alors parler d'un spiritualisme résiduel ou minimaliste. Ainsi, l'on devine que ce premier chapitre donne déjà beaucoup à penser, et ce indépendamment de toute référence aux neurosciences, aux sciences cognitives et à une philosophie de l'esprit. À la limite, on peut le lire séparément des autres chapitres. Mais on doit surtout reconnaître que le premier chapitre permet bien de réfuter ceux qui accusent un peu vite Bergson de spiritualisme. Certes, Bergson dira que les souvenirs ne sont pas dans le cerveau, que le cerveau ne fabrique pas les images, et cela peut paraître à première vue relever d'un spiritualisme grossier. Pourtant, si l'on prend le temps de lire Bergson, on comprend pourquoi il dit ce qu'il dit. Loin de prôner un spiritualisme classique, c'est-à-dire pour le dire vite, un idéalisme transcendantal d'inspiration fichteenne, Bergson entend au contraire nous dire que l'imagéité en tant qu'imagéité n'est pas notre production. Le monde non encore humain, n'est pas notre représentation. Nous ne révélons pas l'être à lui-même. Ce n'est pas notre conscience qui apporte la lueur nécessaire pour briser l'opacité d'une sphère parménidienne opaque. Bergson dit clairement que la bigarrure est déjà là, que les images hétérogènes et continues sont des photographies déjà tirées. Elles n'attendent pas notre regard. En fait, notre conscience, loin de révéler la bigarrure du donné, ne fait qu'appauvrir le donné en opérant une sorte de réduction, en tenant dans l'ombre des tas d'images. Et c'est en ce sens que le cerveau ne crée pas les représentations. Au niveau d'immanence où Bergson entend se situer, le statut du cerveau c'est d'être une image parmi d'autres. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.